Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité politique au plus près de chez vous grâce à nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des indés radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour. Couvre-feu à 21h pour l'Île-de-France et 8 métropoles. Pas plus de 6 à table lors des repas. Un soutien économique au secteur en difficulté et une aide exceptionnelle pour les bénéficiaires du RSA. Quelques-unes des mesures annoncées hier par Emmanuel Macron pour lutter contre la deuxième vague. On va en parler avec le sénateur centriste de la Haute-Savoie, Loïc Hervé. Il est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Olivier Dussopt, le ministre délégué chargé des comptes publics. Quelles seront les conséquences de ces annonces sur le budget? On lui posera la question. Et puis toute la semaine, nous sommes dans le Gard. Et aujourd'hui, nous nous penchons sur le métier d'aide-soignant. Une crise des vocations pour ce métier. Nous irons vous faire découvrir l'école de la Croix-Rouge à Nîmes. Et puis enfin, dans le Club des Territoires, on sera avec Sophie Cluzel, la secrétaire d'État aux personnes handicapées, qui lance aujourd'hui avec les départements une feuille de route sur 2 ans. Objectif, un même accès aux droits et aux services pour les handicapés sur tout le territoire. Mais avant cela, voici les autres informations de ce jeudi 15 octobre. L'état d'urgence sanitaire entrera en vigueur sur l'ensemble du territoire national dès samedi minuit. Un décret a été pris hier matin en Conseil des ministres. Conséquence au Sénat, l'arrêt en plein examen du texte sur la prolongation du régime transitoire qui permettait au gouvernement de prendre des mesures exceptionnelles. Jean Castex détaillera les mesures annoncées hier par le président de la République. Il se livrera avec plusieurs de ses ministres à un exercice de pédagogie. Ce sera tout à l'heure à 14h. Et c'est dans ce contexte que les personnels soignants seront dans la rue aujourd'hui un peu partout en France. Ils veulent des augmentations de salaire, plus de moyens et dénoncent des promesses non tenues. Et on débute donc avec le sénateur du jour élu de la Haute-Savoie, siège dans le groupe Union Centriste. Bonjour Loïc Hervé. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va bien sûr revenir avec vous longuement sur cette intervention d'Emmanuel Macron. Pendant 45 minutes, le chef de l'État a donc dessiné la stratégie du gouvernement pour lutter contre la deuxième vague. Avant d'en parler avec vous, le résumé de son intervention avec Pierre-Henri Holderbaum. Face au rebond de l'épidémie, le président de la République utilise pour la première fois le terme de deuxième vague. Nous n'avons pas perdu le contrôle. Nous sommes dans une situation qui est préoccupante et qui justifie que nous ne soyons ni inactifs, ni dans la panique. Nous sommes dans ce qu'on a souvent appelé cette deuxième vague. Pour endiguer la propagation de la Covid-19, des mesures strictes sont prises dans 8 métropoles et la capitale. Un couvre-feu qui va s'appliquer à la région Île-de-France, où le virus circule très activement, et à plusieurs métropoles, à 8 métropoles en plus de la région Île-de-France. Je les cite pour que ce soit clair pour tout le monde. Les métropoles, je dis bien, de Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse. Ce couvre-feu, il se fera entre 21h et 6h du matin, et il commencera à partir de ce samedi 0h. Comme pendant le confinement, en cas de non-respect du couvre-feu, une amende de 135 € sera mise en place. Pour circuler hors de ces horaires, il faudra se munir de dérogations pour justifier ses déplacements. Le président affirme qu'il n'y aura aucune restriction des transports, ni même des déplacements entre les régions. D'autres mesures annoncées, préconiser le télétravail de 2 à 3 jours par semaine quand cela est possible. Première limitation dans la sphère privée. On essaie, quand on invite des amis, de ne pas être plus de 6 à table. Et pas plus de 6 dans la rue non plus, par Et groupe on essaie d'amis. de ne pas se regrouper, voilà, à plus de 6. Cette règle des 6, qui est une règle de bon sens que chacun peut avoir, il faut essayer de se l'appliquer à soi-même, parce que c'est aussi quelque chose qui nous protège et qui va nous aider à freiner, France entière, tout cela. Pour pallier à cette période difficile, le président appelle à l'unité. Si j'avais un message à passer à nos concitoyens, c'est ça. Voilà. Nous avons besoin les uns des autres, on s'en sortira ensemble. Emmanuel Macron a annoncé ses 3 piliers de sa politique, tester, alerter, protéger, avec l'arrivée d'une nouvelle application Tous Anti-Covid qui remplacera Stop Covid dès le 22 octobre. Loïc Hervé, vous avez bien sûr écouté le chef de l'État hier soir. Comment l'avez-vous trouvé? Est-ce que les mesures annoncées sont les bonnes? Moi, je ne vais pas polémiquer sur la nature des mesures. Évidemment, on est tous préoccupés par cette deuxième vague qui est réelle. Il suffit de regarder les chiffres, y compris dans mon département de la Haute-Savoie. Donc les mesures sont prises, elles sont très claires. Il a été plutôt pédagogue et moins théorique que d'habitude. Donc ça, c'est plutôt bien. La question, c'est
les conséquences sur la vie économique et sociale qui vont être extrêmement lourdes. Et donc ça, c'est plutôt ma préoccupation. Puis il y a quand même un sujet de liberté publique, puisque on va atteindre à nouveau à la liberté d'aller et de venir, à la liberté du commerce et de l'industrie. Donc le Parlement et le Sénat en particulier aura à regarder cette question dans les jours qui viennent. Je siège à la commission des lois dans cette maison ici, et nous aurons donc à regarder aussi comment, en droit, on peut mettre ces mesures en place et en protégeant les libertés individuelles, parce que c'est quand même quelque chose d'essentiel. On va venir sur l'état d'urgence sanitaire dans quelques instants, mais sur cette histoire du couvre-feu, où là, le Parlement aura déjà à se prononcer, puisqu'Emmanuel Macron l'a dit hier, là, il est en place pour 4 semaines. Lui, il souhaite qu'il aille jusqu'au 1er décembre, mais pour ça, il faut l'accord du Parlement. Est-ce que vous êtes favorable à un couvre-feu jusqu'au 1er décembre ? La mesure a été annoncée par le président de la République hier soir. Si le Parlement et moi-même, on disait ce matin que c'est une mesure qui est trop attentatoire aux libertés publiques, alors ce serait contradictoire, et on allait montrer une polémique alors que la mesure a été annoncée aux Français, et je pense que ce serait pas forcément utile. En revanche, vous allez la voter dans un esprit d'union nationale ? Moi, je la voterai. Je pense que la question de l'endiguement de cette deuxième vague est quelque chose d'essentiel. Par contre, il ne faut pas que le droit d'exception devienne la règle. Et donc, il faut absolument que le Parlement, qui siège désormais de manière pleine et entière, et vous en êtes témoin ici au Sénat, qu'on puisse mettre en œuvre toutes les garanties. Parce que vous allez avoir autant de cas particuliers qui vont justifier de déroger à la règle. Et c'est ça la grande difficulté. On l'a vu pendant le confinement, on le verra pendant le couvre-feu. C'est-à-dire qui est-ce qui est encore autorisé entre 21h et 6h du matin dans 9 territoires en France, dont la région Île-de-France, à se déplacer quand même, parce qu'il y a des obligations liées à l'état d'urgence sanitaire lui-même, mais liées à l'économie, liées à la vie sociale, qui font qu'un certain nombre de nos compatriotes auront besoin de se déplacer. On va revenir sur cet état d'urgence sanitaire. Emmanuel Macron n'en a pas parlé hier soir, mais on va bien sûr en parler, surtout que ça a eu des conséquences au Sénat. Mais vous parliez aussi des conséquences économiques et sociales. Alors Emmanuel Macron a fait des annonces hier sur le chômage partiel, sur des solutions, des mesures qui vont être prises dans les prochains jours, sur une aide exceptionnelle pour les bénéficiaires du RSA. Est-ce que ça répond à l'inquiétude aussi bien des salariés que des plus précaires ? J'en sais rien. Très honnêtement, j'en sais rien. Que l'on se préoccupe des secteurs économiques touchés et des gens les plus précaires, c'est tout à fait normal. Ce qui, moi, m'inquiète, dans le domaine, par exemple, de l'hôtellerie et de la restauration, c'est les conséquences à terme. C'est un secteur qui est exsangue à la sortie du confinement, qui a plutôt bien, voire très bien réagi dans l'application des mesures sanitaires, des fameux gestes barrières, dans la vie même des restaurants et des hôtels. Et là, ils se reprennent un nouveau coup d'arrêt. Parce que on voit bien que dans les agglomérations, 21h, c'est quand même très tôt pour arrêter toute activité, notamment, je pense évidemment aux restaurants et aux bars. Et donc, du coup, le risque de moyen terme, c'est que ces entreprises ferment. Et donc, on peut prendre des mesures d'accompagnement. Les aides, ça sera que du court terme, les aides accordées par l'État. Mais à moyen terme, il y aura des conséquences désastreuses pour ce secteur. On le voit déjà. Enfin, moi, je suis en contact permanent avec ces professions dans mon département. On voit déjà les conséquences que ça peut avoir. Les conséquences qu'on va avoir aussi pour l'hiver. Moi, je suis dans un département où le tourisme est une industrie absolument majeure dans notre produit intérieur brut de la Haute-Savoie, et où la question de la préparation de la saison hivernale, qui est essentielle pour tout ce secteur d'activité, c'est pour nous plus qu'une préoccupation, très grande inquiétude. Allez, on va parler justement de cet état d'urgence sanitaire. Loïc Hervé, Emmanuel Macron n'en a pas parlé hier, mais il a bien été décrété en Conseil des ministres. Il entrera en vigueur samedi minuit et ça a eu des conséquences au Sénat. On va voir ça avec Steve Jourdain. Bonjour Steve. Bonjour Oriane, bonjour Monsieur le Sénateur. Et Steve, les sénateurs devaient examiner le projet de loi prolongeant le régime transitoire d'état d'urgence, mais le gouvernement l'a retiré de l'ordre du jour au tout dernier moment. Oui, coup de théâtre en pleine question d'actualité au gouvernement. Alors pour bien comprendre ce qui s'est passé hier, il faut se pencher sur le texte qui était discuté. Ce texte, il a été adopté par l'Assemblée nationale. Il était examiné depuis mardi par les sénateurs. Son objet, la prolongation du régime transitoire de l'état d'urgence. En clair, un texte qui confère des pouvoirs exceptionnels
additionnelle à l'exécutif pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Parmi les mesures en discussion, la possibilité accordée au Premier ministre de fermer des lieux accueillant du public. On pense bien évidemment aux bars, aux restaurants ou encore aux discothèques. Alors il y avait des débats entre exécutif et sénateurs, des débats parfois très vifs, mais un compromis aurait pu être trouvé. Tout le monde d'ailleurs pensait qu'il allait être trouvé jusqu'à ce moment, hier, en toute fin de séance. Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, le gouvernement retire de l'ordre du jour du Sénat le projet de loi prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Voilà le gouvernement qui retire donc son texte de l'ordre du jour. Dans la foulée, Marc Fesneau est venu expliquer cette petite surprise à notre micro. Écoutez. Le président de la République va s'exprimer ce soir pour évoquer la situation sanitaire, d'ailleurs pas seulement la situation sanitaire, que ça nécessitera un certain nombre de décisions et que donc dans ce moment-là, dans l'attente de ces décisions, il ne nous paraissait pas opportun de faire examiner ce texte, ne serait-ce que par respect pour le Sénat d'ailleurs. Et pourtant, Steve, certains sénateurs dénoncent justement un manque de respect. Oui, c'est notamment le cas de Philippe Bas. Philippe Bas est rapporteur du texte en question et il n'est vraiment pas content. Écoutez. J'ai une impression détestable. On est rentré dans une période de gestion chaotique de l'urgence sanitaire. Le Parlement apparaît comme la cinquième roue du carrosse. On dépose un texte, toutes affaires cessantes, il faut le discuter. Toutes affaires cessantes, il faut arrêter de le discuter. Loïc Hervé, vous êtes d'accord avec Philippe Bas? Il y a un mépris du Parlement ici? Vous savez, je suis membre de la commission des lois comme Philippe Bas. On a été à disposition de l'exécutif depuis mi-mars pour voter un certain nombre de textes. La plupart du temps, d'ailleurs, le Sénat les a votés en termes identiques avec l'Assemblée nationale, donc un esprit constructif. On a été là aussi pour le contrôle des décisions du gouvernement et on l'a fait de manière très bienveillante et puis de manière très concrète pour vraiment que cet état d'urgence sanitaire soit amélioré, qu'on puisse trouver les solutions les meilleures pour la vie quotidienne de nos compatriotes. Et là, on voit dans le fonctionnement même de la démocratie française un vrai sujet. On sait très bien qu'il y a des décisions qui ont été prises avant hier, et que ces décisions, elles ont été annoncées avec une forme de suspense construit hier. Ça n'est pas acceptable en termes de rapport entre les différents pouvoirs. Le pouvoir exécutif, qui évidemment doit prendre des décisions extrêmement difficiles, mais le pouvoir législatif aussi, qui est là pour garantir les libertés publiques et pour faire son travail au titre de la Constitution. Et donc moi, je partage ce que Philippe Bas vient de dire, mais ça va même au-delà du respect du Parlement. C'est une question de respect du fonctionnement démocratique des institutions françaises. Vous auriez préféré que le gouvernement dise aux sénateurs mardi, n'entamez pas l'examen de ce texte. Évidemment. De toute façon, on va mettre en place l'état d'urgence. Mais bien sûr, puisque vous savez qu'avant l'examen dans l'hémicycle, il y a tout un travail préparatoire qui se fait notamment en commission, et que ça n'est pas simplement quelques heures dans l'hémicycle qui sont en cause. C'est l'ensemble de la chaîne de production de la loi qui a été interrompue au pire moment. C'est en plein débat. Et d'ailleurs, il y avait le texte aurait presque dû être fini mardi soir, dans la nuit, et qu'il restait 25 ou 30 amendements à examiner. Donc franchement, ça n'est pas acceptable, mais pas seulement en termes de respect du Parlement, vraiment en termes de respect des principes de fonctionnement démocratique dans notre pays. Merci Steve, à tout à l'heure pour la revue de presse. On va continuer à parler de cet état d'urgence sanitaire. Alors Steve nous a expliqué les conséquences au Sénat, mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron n'en a pas dit un mot hier soir. Cet état d'urgence sanitaire, il a été pris par décret en Conseil des ministres. Là aussi, est-ce qu'il y a un problème de méthode? Est-ce qu'il aurait dû dire, Emmanuel Macron, franchement hier, voilà, à partir de samedi, retourne l'état d'urgence sanitaire? Tout est mieux quand on le dit de manière explicite. C'est mieux d'expliquer à nos compatriotes, surtout dans une déclaration solennelle depuis le Palais de l'Élysée, de dire voilà, y compris sur un plan juridique, comment les choses se passent. Bien sûr qu'en termes de transparence démocratique, ça aurait été préférable. Il ne l'a pas fait. Il a en même temps évoqué la nécessité de revenir devant le Parlement pour la question de la durée du couvre-feu, puisqu'il sera nécessaire de légiférer à nouveau. Donc on aura de toute façon dans les jours et semaines qui viennent à discuter d'un certain nombre de modalités. Et donc je pense qu'à ce moment-là, le Sénat fera tout son travail d'amélioration de la loi et permettra d'apporter à la fois du contrôle et à la fois des solutions concrètes. Mais alors justement, on va regarder ensemble le compte-rendu du Conseil des ministres et notamment cette phrase: l'épidémie de Covid-19 constitue une catastrophe sanitaire mettant en péril par sa nature et sa gravité la santé de la population. Elle justifie que l'état d'urgence sanitaire soit déclaré. Vous êtes d'accord avec ça ?
C'est une décision qui appartient à l'exécutif. Je dis encore une fois, je ne vais pas être polémique. Mais en revanche, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi on ne protège pas davantage les personnes les plus vulnérables par rapport à l'épidémie. Et nous savons que l'âge joue un rôle important dans la gravité des symptômes, même si le président de la République a atténué cette affirmation hier soir en disant que la moitié des personnes en réanimation avaient moins de 65 ans à l'instant où on se parle. Pour autant, on sait très bien qu'il y a un certain nombre de catégories de personnes qui ont des comorbidités, je ne suis pas médecin, mais des comorbidités qui font qu'elles doivent être plus protégées que les autres. Je trouve que quand on met un pays entier sous un certain nombre de mesures, quand on met 9 agglomérations sous couvre-feu, la question de la protection de ces personnes-là aurait dû être posée. Je n'ai pas de solution miracle, mais je trouve qu'on devrait avoir un discours dans notre pays en disant qu'il faut protéger les personnes les plus vulnérables et notamment les plus âgées. Juste un dernier mot sur cet état d'urgence sanitaire, parce que vous le disiez, vous attendez que ces mesures arrivent au Sénat, mais on va regarder ce qu'il y avait écrit là encore dans le compte-rendu du Conseil des ministres. L'Assemblée nationale et le Sénat seront informés sans délai des mesures prises par le gouvernement au titre de l'urgence sanitaire. C'est ce qui est écrit dans le compte-rendu. Informer, ça ne veut pas dire consulter, et ça veut encore moins dire qu'il y aura un vote. Est-ce que vous êtes inquiet là-dessus, ou est-ce que vous dites non, finalement, c'est peut-être juste une formule? J'ai fait partie avec Philippe Bas des 10 sénateurs qui avons été membres de la mission de suivi de la loi du 23 mars. Moi, je m'occupais des questions de données personnelles et des questions de sécurité civile et de sapeurs-pompiers. De toute façon, au titre de l'article 37, le gouvernement peut prendre un certain nombre de mesures, en plus au titre de la loi du 23 mars également. Donc il n'y a pas de difficulté là-dessus. Simplement, la Constitution n'est pas mise entre parenthèses. Donc le Parlement, au-delà d'être informé, peut continuer à mener des auditions, des diligences et à vérifier ce que le gouvernement fait. Et je pense que la Commission des lois, et je pense que le Sénat tout entier, sera amené à regarder de manière très concrète ces nouvelles mesures qui seraient prises au titre de l'état d'urgence sanitaire. Et on a un décret ne peut pas désintéresser le Parlement de ces questions-là, surtout quand ces questions affectent les libertés individuelles, affectent l'économie, affectent la vie quotidienne de nos compatriotes. Donc la Commission des lois s'emparera, quoi qu'il en soit. J'imagine, en tout cas, je pense que François-Noël Buffet, le nouveau président de la Commission des lois, sera amené à proposer à la Commission un certain nombre de choses pour que nous regardions in concreto comment les choses se mettent en place et que nous puissions nous vérifier. C'est notre rôle. Les parlementaires, c'est un contre-pouvoir et vis-à-vis de l'exécutif, notre rôle, nous avons un pouvoir de contrôle dans le concret de ce qui se passe. Un mot sur Stop Covid. Emmanuel Macron hier a dit, alors bon, c'est pas un échec mais ça n'a pas marché. Bon, donc effectivement, il a reconnu quand même qu'il y avait un problème et il a confirmé qu'une nouvelle application serait présentée le 22 octobre. Elle va s'appeler Tous Anti-Covid finalement. Vous étiez un farouche opposant à Stop Covid. Est-ce que vous allez quand même regarder Stop Anti-Covid? Est-ce que vous seriez prêt à télécharger cette nouvelle application? Jamais. Je suis un opposant à Stop Covid 1, à Anti-Covid 2 et à toute idée de ce type-là. Je pense que ce que le président de la République n'a pas compris, c'est que les Français ne veulent pas de cette application. C'est une application de traçage social qui remonte des données personnelles au niveau national. C'est une très mauvaise idée. Tout a foiré dans cette affaire-là, pour être clair. Donc, je ne vois pas pourquoi le gouvernement s'entête, pourquoi le président de la République s'entête à avoir une solution numérique. La seule solution qui fonctionne, c'est une solution humaine. Il peut y avoir des dispositifs technologiques qui aident les enquêteurs de terrain, les brigades sanitaires à remonter les chaînes de contamination. Ça, il n'y a pas de problème. Mais en Corée du Sud, c'est 30 000 enquêteurs qui sont en back-office derrière pour appeler les gens. Moi-même, j'ai été pendant quelques jours à l'isolement. Ça s'est fait de manière humaine. Ce n'est pas une application sur mon téléphone qui m'a permis de le faire. Et donc, comment est-ce que vous pouvez faire une différence entre deux personnes qui vont déjeuner ensemble, face à face, et deux personnes qui seront côte à côte dans le métro, avec des masques? Vous ne pouvez le faire que par une enquête humaine. Et donc, c'est une erreur d'avoir proposé Stop Covid. En plus, les Français ont démontré par leur très faible téléchargement qu'ils n'en voulaient pas. C'est une nouvelle erreur de continuer à s'obstiner dans cette voie-là. J'espère que la CNIL et j'espère que le Sénat seront amenés à regarder de manière très concrète cette application numéro 2, puisque visiblement, elle ne procède pas exactement des mêmes dispositifs technologiques. C'est ce qu'a dit effectivement le chef de l'État. Allez, comme tous les jours, Loïc Hervé, on va se rendre dans une rédaction locale. C'est le principe de cette émission. On va aller à Lyon, on va retrouver nos partenaires du Progrès. Bonjour Sébastien Calmar.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, journaliste au Progrès. Le Progrès qui consacre bien sûr sa une aux annonces d'Emmanuel Macron, puisque la métropole de Lyon est directement touchée par ce couvre-feu. Et maintenant, le couvre-feu, c'est à la une de votre journal. Absolument, le couvre-feu fait bien sûr les gros titres de de nos éditions, en tout cas notamment les éditions du Rhône et de la Loire, qui sont les principaux départements concernés, et notamment les métropoles de Lyon et de Saint-Étienne, qui sont directement visées par la mesure annoncée hier par le chef de l'État. Mais sur nos éditions du Rhône, nous avons également une grosse information qui est mise en évidence, c'est l'affaire Victorine et le développement qui a eu lieu hier. Victorine, c'est cette jeune fille de 18 ans qui avait disparu le samedi 26 septembre à Villefontaine, dans l'Isère, alors qu'elle rentrait chez elle à pied après un après-midi shopping avec des amis. Le corps de cette étudiante en BTS à Saint-Priest, c'est une commune toute proche de Lyon, à l'est de Lyon, avait été retrouvée 2 jours plus tard, immergée dans un ruisseau. L'autopsie avait conclu à une mort par noyade, avec l'intervention d'un tiers. Or hier, donc mercredi, plus de 2 semaines après ce fait divers qui a suscité une immense émotion dans toute la région, on a appris qu'un suspect avait été arrêté. On comprend donc la grande émotion encore soulevée par cette information, à laquelle le Progrès, donc, dans ces éditions du Rhône, consacre une double page ce jeudi matin. Un mot, Sébastien, sur le profil du suspect. Alors cet homme a été interpellé par les gendarmes mardi. C'est quelqu'un qui habite dans le quartier des Fougères à Villefontaine, comme la famille de Victorine. Il a 25 ans, il est père de famille, il travaillerait dans une concession automobile. Ce qui ressort des premiers éléments communiqués par le parquet hier, c'est qu'il aurait croisé Victorine le jour du drame, le samedi 26 septembre, alors qu'elle rentrait chez elle juste avant de disparaître. Il avait été vu par un témoin sur les lieux de la découverte du corps. Selon plusieurs médias, cet homme a connu de la justice et de la gendarmerie pour divers délits. Il aurait reconnu les faits durant sa garde à vue, qui a été prolongée hier jusqu'à aujourd'hui, jeudi. Donc, le suspect aurait dit s'être débarrassé des vêtements qu'il portait le soir du meurtre. Il les aurait jetés dans un conteneur enterré dans une commune toute proche de Villefontaine. Les gendarmes, d'ailleurs, ont saisi ce conteneur hier et ont bien retrouvé les vêtements. Et rapidement, Sébastien, on imagine bien sûr le soulagement de la famille de Victorine. Alors c'est le terme employé hier par l'avocate de la famille d'Artois. Après plus de 2 semaines d'incertitude et une enquête qui a mobilisé en permanence une cellule de 10 enquêteurs qui ont entendu plus de 130 témoins et contacté plus de 600 personnes, Maître Kelly Montero a dit le soulagement de la famille de savoir le meurtrier présumé de leur fille hors d'état de nuire. La famille d'Artois est désormais impatiente de comprendre ce qui s'est passé exactement. En tout cas, l'homme interpellé devrait être présenté ce jeudi après-midi aux 3 juges d'instruction chargés du dossier en vue d'une possible et très probable mise en examen. Voilà, et les détails sont à lire, bien sûr, dans le Progrès. Ce matin, on revoit votre une, Sébastien, métropole de Lyon, et maintenant le couvre-feu. Merci beaucoup, Sébastien, d'avoir été avec nous. On va maintenant regarder votre revue de presse, Loïc Hervé, avec Steve Jourdain. Et à la une de la revue de presse du sénateur, Steve, pas vraiment de surprise. Oui, la plupart des titres reviennent évidemment sur les annonces d'Emmanuel Macron dans votre département. Loïc Hervé, le Dauphiné se penche sur le couvre-feu instauré pour la métropole de Grenoble. Ses habitants sont tout simplement privés de sortie pour le Dauphiné. Et coronavirus toujours, le port du masque est généralisé à Annecy. Annonce du maire de la ville hier matin, la zone de port du masque va être étendue d'ici une semaine. Une nouvelle cartographie des zones sera publiée très bientôt. Le département n'est pas en alerte, mais se trouve désormais vulnérable. Il y a une accélération du nombre de contaminations. On reste à Annecy où on apprend que le Covid pèse également sur les finances publiques. L'épidémie aurait déjà coûté près de 7 millions d'euros à la ville. Le Covid a un coût, on le savait, sur les finances nationales. Il a donc aussi un coût au niveau local. Loïc Hervé, j'imagine que c'est plus difficile pour les communes, pour les collectivités de résister économiquement à la pandémie. Oui, et en même temps, les collectivités locales ont été au rendez-vous, y compris en Haute-Savoie. Vous donnez cet exemple-là. La ville d'Annecy, l'agglomération d'Annecy ont été dès mi-mars sur le front, hein. Et donc ça a un coût important, mais faut bien avoir en tête, et on parle de ça évidemment au Sénat, que les collectivités locales dans leur ensemble ont pris conscience de la gravité de la crise très rapidement et ont pris des mesures qui coûtent cher, c'est vrai, mais qui sont très utiles pour la vie des gens, notamment dans le domaine économique.
On termine avec une histoire de parking, Steve. Oui, l'abandon du projet d'extension du parking de la préfecture a été longuement commenté au cours d'un conseil municipal. L'infrastructure était estimée à 30 millions d'euros. Loïc Hervé, le journal Le Messager, nous dit que cette décision illustre un changement des habitudes en matière de déplacement, de mobilité. C'est aussi votre avis ? Vous savez qu'à Annecy, il y a une alternance politique, puisque une nouvelle majorité est en place. C'est une de leurs premières décisions. La question qui se pose, c'est la question de la circulation à Annecy. C'est une ville qui est très engorgée au niveau de la circulation. Donc c'est une des premières décisions de la nouvelle majorité annécienne pour essayer de limiter l'engorgement à Annecy. Et je sais qu'il y a une conférence des mobilités qui est annoncée pour l'année prochaine qui permettra d'aborder ces sujets-là dans une des plus belles villes des Alpes. Je suis un peu chauvin. C'est normal, en toute objectivité. Je pense que même vous, Oriane, vous ne direz pas le contraire, qu'Annecy est une très belle ville. Exactement. Et donc, dont on est très fiers d'ailleurs. Merci beaucoup, Steve. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Un mot sur les pompiers, Loïc Hervé. C'est un sujet dont vous vous occupez beaucoup au Sénat. Vous avez travaillé sur cette question. Alors c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup des policiers. Emmanuel Macron va les recevoir d'ailleurs ce matin, ces syndicats de policiers. Mais les pompiers, eux aussi, sont dans une situation difficile. Eux aussi, ils sont victimes d'agressions qui se multiplient. Est-ce qu'il faut prendre des mesures pour eux ? Des mesures ont été proposées par une mission du Sénat qui a été accomplie au mois de novembre 2019 avec Patrick Kanner et Catherine Troendler, deux collègues sénateurs. On a rendu donc tous les trois ce rapport devant la commission des lois du Sénat. Et Gérald Darmanin a pris une circulaire le 20 août qui reprend un certain nombre de nos propositions. Donc on va déjà regarder comment ces choses-là, dans l'accompagnement juridique, psychologique, administratif des pompiers victimes de violences, dans la question aussi du renforcement du droit pénal, dans le fait aussi de reparler à nos compatriotes de ce rôle-là, qui est le rôle des sauveteurs et la noblesse de ce métier. Donc il y a tout un tas de choses qui ont été proposées. Il y a une assemblée générale des pompiers de France, de la Fédération nationale, qui a lieu samedi en présence du président de la République à Paris. Ce sera sans doute peut-être l'occasion pour le président de la République de faire un certain nombre d'annonces ou de revenir sur ces sujets-là. Les pompiers ont été aux premières loges de cette épidémie de la Covid-19, vraiment sur le terrain. On en a peu parlé. Et la question des agressions, comme à l'égard d'ailleurs des policiers et des gendarmes, est une question qui, moi, me préoccupe énormément et qui va devoir trouver des solutions parce qu'on ne pourra pas aller très très loin encore, tellement les pompiers se sentent affectés dans leur mission de devoir faire face à ces agressions qui sont absolument intolérables. Et merci beaucoup. Merci Loïc Hervé. Merci.